On va y venir sur ça. Tu as dit que le livre de Fanon c'était tiré de ta thèse. C'est quoi en gros ta formation? C'est quoi? T'as fait philo direct? Moi, j'ai une formation au départ d'ingénieur D'accord, ok. que j'ai pas arrêté en cours de route, que j'ai fini, mais que, en m'inscrivant en licence de philo à distance à Nanterre. Ouais. Voilà, j'ai fait la licence. Après, j'étais censé travailler, mais je travaillais pas trop. Et j'ai quand même réussi à finir le master. J'ai fait une thèse, tout ça un peu dans mon coin, en travaillant par contre là à côté, sans Ouais. financement. Ok. Et en 2011, j'ai Ah, eu. t'as fait une thèse en autofinancement? Ouais, D'accord, ok, ok. ouais, je travaillais à Je suis dans le même cas, donc. Maison des sciences de l'homme, pas loin. Ok, Et ça n'a rien à ok. voir avec la thèse. Ouais. À mi-temps, et puis après j'ai mis 3-4 ans à avoir un poste, et c'était un peu coup de chance à Paris 8, à Saint-Denis, sur un poste qui était le premier ouvert, on va dire un poste en philo, le premier ouvert à des questions postcoloniales. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une de la philo et ensuite de te diriger sur les trucs postcoloniaux parce qu'en plus, je veux dire, toi, c'était dans les années 2010, même avant les années 2000, ça commençait à émerger, mais c'était pas non plus très populaire à l'époque. Alors j'avais fait un mémoire de master, un PA maîtrise à l'époque, Ouais, sur Foucault, mais d'accord. au départ ça devait être autre chose, ça devait déjà être une question sur le racisme, à partir d'un corpus plus classique, Ouais, qui était du Hannah Arendt et du Colette Guillaumin. Enfin, Colette Guillaumin, c'était pas si classique que ça. ouais. J'avais arrêté, et je crois que c'est en M2, j'ai suivi un cours de Étienne Balibar et Bertrand Gélivi, mes enseignants, qui était un cours de psychanalyse et politique, avec Bertrand Gélivi qui relisait le discours de la servitude volontaire, comme si c'est un texte de philosophie politique, comme si c'était un texte de psychanalyse, et Balibar qui lisait Freud comme psychologie des foules, comme si c'était un texte de politique. D'accord. Et dans la Ok. bibliographie de ce cours, il y avait une référence à Fanon. Ouais. Voilà, ils en ont pas parlé, mais ils l'avaient mis parce que Balibar s'y intéressait un peu, Peau noir, masque blanc, machin. Et donc je l'avais lu. J'étais chez ma sœur, chez qui j'habitais à l'époque, c'est que des hasards. Ouais. Il y avait un exemplaire des Damnés de la Terre que j'ai lu, c'est comme ça que j'ai Nous, on commencé. appelle ça le mektoub. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Après, sur Fanon, et c'est de là que c'est parti, en disant qu'il y avait un grand chantier, avec les encouragements d'Étienne Balibar qui m'a dit il y a vraiment un truc à creuser, donc il ne faut pas hésiter à y aller. D'accord, d'accord. D'ailleurs, vite fait, juste pour la psychanalyse, là, je fais une petite promo. Il y a une vidéo, les gens, qui va sortir à 18h30 sur Parole d'honneur. C'est une vidéo qu'on a écrite avec le monteur des coloniales, où on revient sur tous les débats sur la psychanalyse. On a essayé de faire un truc un peu pédagogique et d'expliquer quelles sont nos positions. Donc ça va sortir à 18h30, mais attendez la fin de l'émission. De toute façon, elle bouge pas hein, sur YouTube. Vous pourrez la voir après. Donc oui, et après, tu as décidé de faire la thèse sur Fanon. Et à côté de ça, est-ce que tu as eu des engagements politiques? Comment ça se fait? Là, tu me parles du postcolonial, mais la rencontre avec le marxisme, comment elle s'est opérée? Elle vient après avec des rencontres, en particulier avec les gens de la revue Période qui ont joué un rôle assez important, en fait, Ah oui, mais moi, pour moi, voilà, c'est central, hein, la revue Période. assez déterminant. Voilà, la rencontre avec les personnes qui l'ont lancé. Aussi un intérêt assez académique, on va dire, assez universitaire. C'est que ce qui m'a intéressé pas mal sur Fanon, c'est ce que devenaient des théories nées en Occident, et en particulier des théories de l'émancipation qui étaient nées en Occident, quand elles sont reprises en dehors du monde occidental, en contexte colonial. Mmh. Avec Fanon, c'était beaucoup de psychanalyse, mais aussi déjà de Marx, et d'où cette idée de Fanon de distance de marxisme. Donc il y avait tout un truc comme ça, et je me suis dit, c'est quoi le savoir de l'émancipation qui a connu la plus grande extension à l'échelle mondiale, malgré l'eurocentrisme qu'on lui impute Mmh. tout le temps? C'est le marxisme. Mmh. Il y en a partout, et à chaque fois, c'est des refontes de la théorie marxiste à différents degrés. Et les fois où il a été plaqué sur des contextes non occidentaux sans être revu, c'est là que c'est un peu des catastrophes. Mais Ouais, oui, oui. là, Quand on a essayé de copier-coller. voilà, des modèles d'industrialisation, de développement à outrance, ça a pas copié. Voilà, le copier-coller n'a jamais fonctionné, sauf que c'est pas l'esprit des grands théoriciens marxistes, on va dire, de faire du copier-coller, analyse concrète de la situation concrète, Lénine, enfin, qu'il y a de théories marxistes, il y a de théorie marxiste que s'il y a du renouvellement permanent de cette théorie-là, Mmh. jusqu'à quel point, et voilà. Donc je me suis dit, voilà le corpus qu'il faut, c'est ouvert, c'est une pensée de l'émancipation qui a une extension sur tous les continents, avec des effets de transformation, parce Mmh. que c'est ça qui m'intéresse, c'est transformation
savoir européen aussi, parce que voilà, mes compétences linguistiques font que je travaille sur des corpus francophones, anglophones, hispanophones à la limite, mais je ne suis pas capable de travailler sur d'autres choses. Et Ouais. euh, là vraiment, on a voilà, une théorie qui se transforme en permanence Mmh. dans des contextes et à des fins d'émancipation qui se transforment théoriquement, mais du point de vue de la stratégie. Et la stratégie influe en retour Ouais, sur les sur la théories théorie. et ça s'alimente, mais c'est ça qui est aussi intéressant dans les personnes dont tu t'intéresses, c'est aussi des gens qui sont aussi dans la pratique quoi, qui sont pas seulement dans la théorie et qui ont milité aussi en tant que personne et qui s'alimentent aussi d'autres savoirs. Ouais, ouais, bah, bon, Fanon, c'est évident, c'est tous en fait. Du Bois, ça l'est aussi. CLR James encore plus, théoricien, enfin encore plus, pas plus, hein, d'une autre manière, j'allais dire, Ouais. encore plus dans les organisations marxistes, on va dire, mais pas plus en tant que tel. Là, bon, je dévie un peu, mais sur un travail que je mène en ce moment sur Edward Saïd et la Ouais. Palestine, c'est un peu la même logique, c'est qu'il y a un Saïd qu'on connaît, Edward Saïd, pour ses travaux sur l'orientalisme, culture impérialisme, qui sont des travaux qu'on considère universitaires. Mmh. Et d'un autre côté, il y a un Saïd méconnu, le militant pour la Palestine. Et en fait, j'essaie de montrer que les deux sont intimement connectés, que l'orientalisme, c'est un texte polémique. Et Ouais. d'ailleurs, le Saïd, quand il devient militant et qu'il est critique du sionisme, fait des références à toute une littérature marxiste et beaucoup plus marxiste qu'à d'autres moments. Mmh. Alors merci, ça c'est des dons. Merci beaucoup les gens pour les dons, merci pour le train de live. N'hésitez pas à l'alimenter. Comme d'habitude, vous le savez, sur les Talk et Oui Oui, je peux pas je discute avec l'invité, donc je vais pas vous pousser plus que ça ou vous remercier, mais n'hésitez pas à donner. Voilà, ça va permettre de continuer ce genre d'émission. Tu voulais répondre à ça, Edouard Saïd, c'est qui à la base d'ailleurs, Edouard Edward avec et un W. Saïd qu'on écrit Ouais, sans le E. SAID simplement, qui est un intellectuel américano-palestinien qui a vécu qui a vécu, qui a enseigné toute sa vie à Columbia, à New York, qui a écrit un livre très connu, qui est considéré souvent L'orientalisme, comme ouais. fondateur des études postcoloniales, qui s'appelle L'orientalisme en 78, et qui a aussi été un militant de la cause palestinienne après la guerre des 6 jours. Et il est né à Jérusalem, ils Mmh. ont été expulsés avec sa famille, enfin ils sont Une partis famille catholique, il me semble, chrétien. oui, chrétiens, Ouais. palestiniens chrétiens expulsés. Ils sont partis en décembre 47 après l'annonce du plan de partage et du départ des Anglais, avant qu'il y ait l'expulsion, avant qu'il y ait la Nakba, l'expulsion Mmh. en masse des Palestiniens. Donc il y a une grosse production. Il est plutôt en littérature à la base, Ouais. Ouais, ouais. Et voilà. c'est vrai que beaucoup connaissent que Ouais, l'orientalisme et le ouais. limitent au monde académique Bah, et effacent un peu son engagement politique. ouais, il a écrit l'orientalisme en 78. En 79, il publie un texte qui s'appelle La question de Palestine, qui est traduit en français, très dur Ouais, à se procurer, et qui est complètement oublié à côté de l'autre. Alors que c'est d'accord. un texte qui, théoriquement, bon, politiquement, bien sûr, c'est plus immédiatement lié à Ouais, aux questions politiques, mais qui, théoriquement, est très intéressant aussi. ouais. L'Orient créé par l'Occident, oui, c'est toutes ces thèses-là. Mhm. Et bah, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont particulièrement marqué dans ton parcours académique et dans ta jeunesse, qui t'ont donné envie aussi de s'intéresser à ça? Il y a eu Fanon. Est-ce que par exemple, là, tu as travaillé sur W.B. Du Bois? Alors moi, j'ai un accent Mhm. catastrophique. C.L.R. James, ça fait partie des gens qui, dans ton parcours académique, t'ont marqué ou c'est après que tu les as découverts? Dans mon parcours de formation, tu veux Ouais, dire? de formation, Non, ouais. de formation, il en a jamais été Ouais. question. Il y a des choses qui m'ont marqué, il y a des enseignants qui m'ont marqué, Étienne Balibar et quelques autres. J'ai des auteurs qui m'ont marqué, mais j'ai une formation finalement en philo assez classique. Et ça vient après, et par des lectures qui sont souvent pas des lectures en philo, hein. On Mmh. peut pas travailler sur ces questions-là et dire que de la philosophie, même si maintenant il y a beaucoup plus de choses intéressantes, mais en lisant de l'histoire, de l'anthropologie, voilà, c'est Mmh. comme ça, des figures qui m'ont marqué, mais ça n'a absolument rien de très original. Foucault c'est comme au moment de la découverte, Michel Foucault, de la découverte Mmh. de la philosophie. Marx à un autre moment, mais un Marx déconnecté de tout un corpus marxiste non occidental à cette époque-là. Ouais. Voilà, c'est des références assez classiques finalement. D'ailleurs, Foucault, il y en a certains qui disent anti-marxiste. T'en penses quoi? Ça dépend les lectures qu'on en fait. C'est-à-dire, on peut faire une lecture marxiste de Foucault si on prend Foucault tout seul, pour moi. D'accord. Oui, Oui, ça dépend de ce qu'on en non, fait, de ce savoir, pas marxiste. Il y a des lectures absolument anti-marxistes de Foucault. Il y a à peu près de tout. Alors, c'est un bon auteur parce qu'il permet, de ce point de vue-là, une ouverture à des interprétations concurrentes, divergentes.
C'est ça, je me prononce pas, j'ai des amis, il faut qu'elle dise. Je fais pas vérifier. Il y a aussi une figure, on va y venir, c'est une figure importante aussi dans ton parcours et tu en parles, il y a des articles sur ça et tout, c'est Lénine. Est-ce que pour toi c'est aussi central Lénine? Est-ce que pour toi c'est une figure qui mérite encore son importance ou surcoté Lénine? Non, pas surcoté. Ouais, je suis Sous-coté. moi je Sous-co suis du côté Sous-coté de parce que plus personne le lit quasiment, donc ouais, il me semble. Or, il y a toute une, sur la question nationale et la question coloniale, bon, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, en centrant sur, la question musulmane en Russie parce que pour les échos aussi, en pensant à la de situation, l'empire, de la révolution? contemporaine, c'est les moments de critique de l'islamo-gauchisme, des choses de ce type-là. Il y a ça un peu en fond, sans vouloir tout plaquer, une situation contemporaine sur la Russie du début du siècle, Ouais. mais il y a un peu de ça et de montrer, voilà, qu'il y a une ouverture sur ces questions-là chez un grand leader, révolutionnaire comme Lénine, très importante, avec des limites, hein, évidemment. Il Mmh. y a eu des moments où, des formules extrêmement ambiguës, on pourrait dire, sur ce qu'il appelle un moment, et je pense que toute la contradiction est là-dedans, une centralisation. Ce qu'il faut viser, c'est une centralisation non impérialiste. D'accord. Mais ce qu'il peut y avoir centralisation à tous les niveaux, hein, économique, du pouvoir, etc., qui ne reproduisent pas des formes d'impérialisme. Et on voit bien tout le problème qu'il y a eu sur l'Asie centrale à l'époque, ce qu'on appelait le Turkestan musulman, après la révolution russe, qui était une partie de l'Empire russe. Mmh. Et Lénine a un propos extrêmement décolonial sur l'empire, sur ces régions-là, en disant il faut ruiner tout ce qu'a fait l'Empire, Mmh. il faut donner de l'autonomie aux populations musulmanes là-bas, mais en même temps, ce qui l'énerve un peu, c'est qu'il y a des intellectuels qui viennent de là-bas et qui le Ouais. contredisent. Ça, il a quand même du mal à. Ça passe pas très bien. Et ça l'embête aussi de mettre à mal tous les circuits économiques qui étaient en place. On ne se libère pas de l'impérialisme comme ça. Il Ouais. y a des grands voies de chemin de fer avec des exploitations, de la monoculture, qui est un truc colonial par définition. En fait, il ne sait pas comment Ouais. s'en débarrasser à une période de grande pénurie et de difficultés économiques de la Russie soviétique, assaillie de toutes parts par les puissances. Ça, faut bien sûr, faut Mmh. le prendre en compte aussi. C'est plus facile de décoloniser s'il n'y avait pas les pressions venues de l'extérieur et de l'Occident, en particulier des Anglais en Asie centrale. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très voilà, de complexe, mais avec un véritable effort et surtout une véritable réflexion Ouais. sur la Oui, il y a eu question des coloniale. débats, Ouais, ouais, ouais. internes. Ah, il y avait des débats extrêmement riches. C'est le sujet surtout du livre de l'Empire de la Révolution, Ouais. c'est ça? Où, on traite de cette question, en fait, musulmane. Parce que c'est pas seulement une question religieuse, elle fait partie de la chose dans les problématiques qu'il y a, mais c'est aussi une pratique coloniale. C'est une question coloniale parce qu'il y a Ouais. une colonisation de l'intérieur en Russie et la question, nationale. Et ce qu'on voit, c'est que, bah, Lénine n'a pas d'emblée une position déterminée, mais qu'il y a des gros débats en interne. Et c'est quoi? Il y a d'un côté Sultan Galiev qui est plutôt pour la décolonisation totale et l'autonomie, et de l'autre côté, c'est les gens plus proches de Staline, c'est ça? Bah, il y a tout un débat entre, Staline et Sultan Galiev parce que Staline est, commissaire du peuple aux nationalités, donc dans ce débat-là, après, il déraille assez vite, hein, Oui. bah, le cas Sultan Galiev, Alors pour le présenter très vite, c'est Sultan Galiev, c'est un communiste musulman tatar, donc c'est pas l'Asie centrale, c'est plus près du centre, plus près de Moscou. C'est des populations. L'Asie centrale avait été colonisée très tard, hein, au 19e, fin 19e, tandis que le Tatarstan, c'était depuis longtemps en, dans l'Empire russe, pardon. Et Sultan Galiev vise, sans toujours le nommer, parce qu'il a affaire à tout le pouvoir soviétique au mmh, parti, mais une indépendance, une autonomie complète des régions musulmanes de l'Empire russe. mmh, Dans un projet, malgré tout, socialiste, ouais, communiste, ouais, sous la forme d'une fédération des républiques indépendantes et une république du Tatarstan, avec à côté, il y a les Bachkirs. Bon, c'est un peu ça, donc, mais voilà, il y a tout un ensemble de communistes nationaux. Et au départ, l'idée, alors pour dire, c'est les éditions Sileps m'avaient demandé si je pouvais faire une entrée pour un dictionnaire de 1917 qui ne s'est jamais fait finalement sur le communisme musulman à partir de Sultan Galiev mmh, et d'autres. mmh, Le projet s'est pas fait. Ils m'ont dit: «Est-ce que tu veux faire un petit livre à l'occasion de 17?» J'ai dit: «En fait, je peux pas. Il y a un corpus qui est pas assez traduit. J'ai pas les moyens
de le faire. En plus, il écrit un peu en tatar, avant d'écrire en Ouais. russe, donc là, c'était encore plus, plus impossible. J'ai dit: «Ce que j'ai en main, c'est Lénine, j'ai les œuvres complètes, je peux aller rechercher toutes les références. Il y en a pas tant que ça et travailler sur ce corpus-là». C'est comme ça que j'en Ouais. viens à Lénine. Mais au fond, le tout aussi intéressant, voire plus intéressant, c'est ce qui est produit par les intellectuels militants des périphéries. Et Mmh. ça vaut pour le communisme, tatar, mais en fait, il y a un communisme ukrainien, national ukrainien à l'époque aussi. Et tout ça n'est pas très lié. D'ailleurs, les Tatars et l'Asie centrale ne sont pas liés vraiment les uns avec les autres. Et que c'est aussi ce corpus qu'il faudrait Ouais. redécouvrir parce qu'il y a vraiment de la Ouais. pensée. Et en fait, les pires dans tout ça, bon, il y a c'est les communistes, on va dire, c'est les communistes des blancs, enfin, moscovites ou de Saint-Pétersbourg, des périphéries. D'accord. Plus que ceux du centre, plus que ceux de Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est les colons, en fait. C'est les communistes colons, parce qu'il y a un communisme colonial qui, bon, on peut dire, c'est pas du communisme, mais voilà, il y a des organes blancs du Parti communiste dans les périphéries musulmanes qui n'ont aucune intention de partager Ouais. le pouvoir ou de donner la moindre initiative aux communistes non blancs. Ouais. Voilà. Mais alors, comment réagit le clergé musulman? C'est là qu'on voit qu'il y a différentes stratégies opérées par les révolutionnaires, les bolcheviks, je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser, mais et on voit que contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui avec des marxistes très anti-religieux, là, sans être pro-religion, il y avait un truc plus pragmatique, il me semble. Notamment, on l'a vu avec le congrès de Ouais, il y a un Bakou, truc. on essayait de, parfois même, alors parfois avec un peu d'hypocrisie, de mobiliser des Ouais, ouais. références islamiques pour mobiliser les musulmans, de Russie? Congrès de Bakou, il y a déjà pas mal d'hypocrisie parce que Oui, c'est un moment où en fait ils ont déjà écrasé quelques communistes musulmans, ils les ont écartés de la scène. oui. C'est Et ils bien de se le présentent rappeler parce les qu'il y en a certains qui le mobilisent en mode c'est ouais, ouais. un Non, peu idéalisé le congrès de ouais. Bakou, mais Je pense on peut un peu idéaliser, parce que c'est déjà énorme, hein, par rapport à ouais, ce qu'on pourrait voir maintenant. Mais c'est surtout ce qui était là avant, ouais, qui est plus, à mon sens, le plus, intéressant. Le fait est que les bolcheviks, ils étaient intransigeants avec, la religion, mais en fait avec les orthodoxes. ouais, Pas avec les autres. Certains oui, mais pas Lénine et pas d'autres. En gros, il disait Lénine l'a jamais dit en tant que tel, mais sur ce point-là, à mon avis, il était entièrement d'accord avec Sultan Galiev. C'est que comme il y a des nations oppressives, il y a des nations opprimées et il y a des nations opprimées, pardon, il y a des religions des oppresseurs et des religions des opprimés et on ne peut pas les mettre sur le même plan. ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, les traiter de la même manière. Comme l'islam en L'islam, en France aujourd'hui. l'occurrence, est une religion d'opprimés pour Lénine, qui a dit à plusieurs reprises, en accord cette fois-ci avec quelqu'un qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Narimanov, l'Azerbaïdjan aujourd'hui. Et en gros, il disait, il ne faut pas offenser les sentiments religieux nationaux et comme partie des sentiments nationaux des minorités parce que ça va se retourner contre nous. Ouais. Peut-être c'est un argument purement stratégique de sa part, on ne sait pas. Il dit c'est sûrement pas comme ça qu'on va les gagner à notre cause, Mmh. donc il faut surtout pas il faut surtout pas, faire ça parce que il faut, ces populations-là ont vécu dans un empire pendant des siècles, une prison des peuples, c'est une expression courante qu'il reprend et donc ils ont une méfiance, heu, quasi instinctive Mmh. vis-à-vis, des Russes venus du centre Ouais, ou, des Russes, qui sont des blancs en gros et il faut gagner leur confiance. ouais, Et gagner la confiance, ça se fait pas du jour au lendemain. Il va y avoir des résistances, il faut s'y attendre et il y a rien de plus normal. Et ouais. donc il faut faire, ce qui en sort, voilà. Sauf que Lénine, au fond, a quand même, ça mar aimait pas trop, c'est ce que j'ai dit avant, qu'il y a des intellectuels, musulmans en l'occurrence, parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé, qui tentent d'aller plus loin que ce qu'ils faisaient. Ils voulaient quand même garder la maîtrise du processus. Ouais, bah, ça me fait aussi venir sur, la question de, bah, religieuse, et il y a un peu parfois des marxistes bas du front qui, pour eux, la lutte, antithéiste est la priorité et là, on voit qu'il y a une autre perspective qui est pas forcément, l'idée d'une adaptation au communisme, d'un communisme islamique, mais plutôt, l'idée que mais de toute manière, si on installe le communisme, ces personnes-là qui seront musulmanes n'auraient plus besoin d'avoir cette, spiritualité, cette religion, Mmh. parce que cette religion, c'est, parce qu'ils sont déprimés, ils ont une mauvaise vie, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça plutôt que de dire: c'est un communisme qui est adapté, au monde islamique».
Ouais, à ma connaissance, il y a pas de développement là-dessus, en tout cas, Ouais. chez Lénine, qui se pose pas trop Et la, chez la Sultan question Galiev, est-ce d'un que Sultan dépérissement. Galiev était Parce que je vraiment. pense que Sultan Galiev dit, en tout cas, que le point de vue de la spiritualité musulmane peut être réinvesti, va se réinvestir, on ne sait pas trop comment, dans le projet D'accord. communiste et va le Ah, lui, nourrir. ouais, Il y a il des pense vraiment formes que c'est de l'islam? d'énergie, où il y a même des modèles sociaux et des modèles communautaires qui peuvent être repris. Bon, D'accord. Lénine, lui, il connaissait rien, tout Oui, oui, il va pas simplement. avoir un avis Donc c'est dessus. simple, il a un truc de et qui lui vient de loin, je crois, en gros, de détestation Ouais. du chauvinisme grand russe. Peut-être que parce que lui-même venait d'une périphérie de la Russie, une haine du chauvinisme, mais ça va pas plus loin, pas une connaissance de l'autre. Voilà. Chez Sultan Galiev, ça va plus loin sans qu'on sache exactement quel a été le projet, mais dans certains textes, il va dire voilà ce qu'on peut reprendre. Mmh. Et au final, malheureusement, le point de vue de Sultan Galiev, va être, écarté. Ah ouais, mais il est écarté assez vite, il est écarté dès le début des années 20 parce que voilà, il prend trop d'initiatives, il est pas très fiable. On considère que alors en plus c'est sûrement vrai, qu'il a commencé à négocier avec des ennemis du pouvoir anti-bolchevique, hein, clairement anti-bolchevique, ce qui est Mmh. sûrement vrai, mais ce qui est sûrement vrai à partir du moment aussi où pas mal de ses espoirs avaient été déçus. Ouais. C'est-à-dire il avait été rebuté à plusieurs reprises, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, dans d'autres directions et il commence à se lier avec d'autres et à vouloir fonder une internationale coloniale, mais qui est une internationale non blanche, on pourrait dire, Mmh. mais qui range du coup le pouvoir soviétique avec les pouvoirs coloniaux, Mmh. ouais. Parce que Qui est comment dire, donc qui n'est pas une tricontinentale, mais qui est vraiment une forme d'internationale coloniale opposée au monde industriel, au monde capitaliste comme étant le monde blanc. mais C'est la parce qu'il fin, hein, il avant qu'il se... il me semble que lui, il apporte aussi une nouvelle vision, c'est l'idée que la révolution ne viendra pas de l'Occident, mais des populations du Sud, c'est ça? Ouais, bah, c'est son idée assez vite et qui a du mal à passer auprès de certains, c'est qu'il dit la révolution en Occident a échoué, enfin, à part en Russie, qui est la frontière. De toute façon, pour lui, la Russie, c'est l'interface entre les deux. D'accord. C'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux à la fois. D'abord, le pouvoir soviétique s'est tourné vers l'Occident, vers le monde capitaliste, et ça n'a pas marché. L'Allemagne, ça a échoué et tout. Et donc, il faut se tourner entièrement vers l'Orient. Et c'est de l'Orient, en gros, les énergies révolutionnaires ont reflué en Occident. Il y a un stock énorme d'énergie révolutionnaire dans le monde, dans le monde colonial en Mmh. Orient. Or, les musulmans de l'Empire russe ou de l'ex-Empire russe sont vraiment situés entre les deux et seront les plus à même de convertir ou de traduire mutuellement les attentes et les revendications des uns et des autres. Donc, ils doivent Mmh. être à l'avant-garde. C'est eux l'avant-garde. C'est la thèse de Sultan Galiev qui ne plaît pas à beaucoup, mais au fond, Lénine dit quand même, dit pas que bien sûr, les communistes musulmans doivent être à l'avant-garde, mais il dit quand même, c'est vrai, ça a pas marché pour l'instant en Occident. Il faut se tourner vers le dit Orient, et c'est à partir du deuxième congrès de l'international communiste, fin de 19, si je ne me trompe pas, et de ces années-là, qu'il y a vraiment une politique anticoloniale de la part du pouvoir soviétique. Mmh. C'est une question qui me vient là comme ça parce que par rapport, Lénine, par rapport à la question musulmane et des nationalités, est-ce que tu as travaillé un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça, c'est un peu un truc qui est critiqué chez Lénine, sur Lénine, le rapport, pas à la question musulmane, mais plutôt aux questions juives, notamment le rapport avec, le Bund? J'ai pas, j'ai pas spécialement travaillé sur la question. Après, le rapport de Lénine au Bund va être une période, je pense plus le Lénine de la fin du 19e, toute fin peut-être déjà, et le Ouais, début, les années 1900. Or, le Lénine de cette époque-là n'est pas le Lénine anti-impérialiste, enfin, ça se dit pas, mais anticolonial ouais, d'après. d'accord. Et en Ah, fait, tu penses que à cette c'est époque-là, ça l'énerve un peu, hein, tous les trucs nationaux. d'accord. Et là, le Bund est considéré comme un mouvement d'une organisation nationale qui ne comprend pas entièrement. Mais le vrai déclic pour Lénine, déjà, il commence à changer au début des années 10, Ouais, parce que avant, pardon, l'intégration des revendications d'autodétermination nationale dans le Parti social-démocrate et dans le Parti bolchevique après, c'est un peu de forme. En mmh. gros, on inscrit ça au programme et on s'en fiche, on le fera Ouais, jamais. c'est juste pour Voilà, faire joli, c'est voilà, symbolique. après, à partir des années 10, ça devient sérieux. Après après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, pour lui, Première Guerre mondiale, c'est la guerre impérialiste.
Et donc le mouvement révolutionnaire, mouvement communiste, sera un mouvement anti-impérialiste par définition. Il faut aller puiser dans tous les... et là, une partie de la classe ouvrière privilégiée a trahi, c'est rallié à l'effort de guerre. Et donc il faut revoir c'est quoi le sujet de classe, c'est quoi le sujet révolutionnaire. D'accord. C'est plus un prolétariat donné, c'est un sujet qu'il faut reconstituer et qu'il faut reconstituer à partir, bien sûr, du prolétariat qui reste le cœur, le vrai prolétariat, mais aussi éventuellement d'éléments dits petits bourgeois dans les colonies, mais qui sont animés d'une haine du capitalisme et d'une haine des pouvoirs, des puissances occidentales très forte. Et en gros, c'est là que naît l'idée chez Lénine, à mon sens, que toute révolution doit être impure et ne peut pas être autrement. Il n'y a Oui. pas de révolution qui soit pure. On a défini quels seraient les bons révolutionnaires, ceux qui sont respectables et qui vont mener la révolution, parce que les révolutionnaires Parfaitement formé. respectables, en fait, ne la font jamais. Donc à partir de là, ils changent. Donc je pense que la position sur le Bund, Ça elle replaçait sur le aurait jeune pu, Lénine. voilà, c'est difficile Hmm. de l'attribuer au dernier Lénine. C'est là où on voit les spécialistes, c'est qu'ils sont en mode Lénine, tu me parles de quel Lénine? Le jeune Lénine? Le Lénine De, de quelle période? Et ça m'amène aussi sur la question nationale, et ça, j'ai l'impression que parfois c'est mal compris, même encore aujourd'hui, quand on voit la position de certains sur la Palestine. C'est quoi l'idée de Lénine? C'est la position par rapport à la question nationale, c'est que sur les terrains, les territoires colonisés, les populations du Sud, il ne peut avoir de révolution prolétarienne avant l'indépendance nationale, c'est ça? bah, ouais, il a une vision, non, là encore, je vais être obligé de le diviser. Non, mais si on prend la vision la plus classique, il la remet en cause, mais pas entièrement. C'est qu'en gros, avant la révolution socialiste, il y a une révolution bourgeoise démocratique D'accord. en général. Et la révolution bourgeoise démocratique, c'est aussi la fondation d'un État-nation. Or, c'est bien beau de nous, pays qui avons déjà des États-nations, dire qu'il n'y en a pas besoin et qu'il faut passer Ouais, à l'internationalisme tout de suite. Il dit, sauf que ceux à qui on n'a pas laissé le choix, qui n'ont jamais eu leur État-nation, il faut leur laisser la possibilité d'accord. de le faire. C'est pas à nous d'en décider. Mmh. Et ils se rendront compte éventuellement par eux-mêmes qu'il faut passer, et très vite, qu'il faut passer au stade d'après. Mais on ne peut pas décréter depuis la position, voilà, nous, on a notre État. On ne peut pas dire aux autres qui n'en ont pas, ça sert à rien, vous verrez, c'est nul, il faut dépasser Ouais, le truc. Donc, laisser, c'est l'autodétermination. ouais, c'est à C'est eux le de principe de décider. l'autodétermination, c'est à eux de décider, D'accord. dans un premier temps. Bon, après, ça n'a pas toujours été entièrement réalisé non plus. Oui. Mais du point de vue théorique, c'est ça. C'est c'est un stade, par exemple, c'est ça qui l'oppose à Rosa Luxembourg, Oui, c'est le notamment. gros débat. Est-ce que Ouais, tu peux résumer très vite pour les gens qui ne comprennent pas? C'est le gros débat qui a eu, à la période? ouais, c'est le débat. Bon, si on résume très rapidement, c'est de dire que pour Rosa Luxembourg, il faut sauter ce stade. Enfin, il faut jamais défendre des mouvements nationaux. Elle était polonaise, hein, Mmh. donc il y avait des gros mouvements nationaux en Pologne à l'époque. Luxembourg, elle dit, hein, voilà, elle s'oppose au, au principe d'autodétermination nationale si c'est pas des mouvements qui sont fiables, en gros. D'accord, Qui sont des mouvements, si c'est des mouvements bourgeois, voilà, on va là. ouais. Mais on voit que Je vois ça. c'est dans la pratique, c'est très difficile. C'est-à-dire que, par exemple, la Palestine, s'il y a pas un mouvement un mouvement palestinien, qui est, heu, marxiste, révolutionnaire, on ne doit pas soutenir les autres mouvements, palestiniens, c'est ça? Du point de vue de s'il y avait un point de vue Rosa de Luxembourg Luxembourg, ouais. aujourd'hui? Ouais. Il me semble que oui. Si on Après fait c'est une traduction, 100 ans après, plus de 100 ans après, justement d'accord, pas une traduction, mais si on applique directement, je pense que ça c'est ce que ça voudrait dire. d'accord, Qui serait pas la position de qui serait pas la position de Lénine, évidemment. d'accord, d'accord. Heu, voilà, mais c'est dur dans une Oui situation aussi, il faut différente. ouais, faut pas Mais trop en faire de tout cas, si on l'anachronisme. prend l'argument en tant que tel, ouais, D'accord. c'est ça. Il y a des moi je voulais aussi revenir sur, la question de on voit avec la question musulmane que ça a été toujours compliqué. Comment toi c'est quoi le regard que tu as sur ça, sur, même encore aujourd'hui sur la question de l'islamophobie, sur la question des femmes qui portent le hijab? Pour est-ce que tu as une explication de pourquoi, pour certains mouvements marxistes, c'est toujours compliqué, de prendre en compte ces sujets et que, voilà, ils sont encore, comment dire? Très critiquables sur la prise en compte de ces questions-là? Je saurais pas dire exactement. Il y a une différence entre les marxistes orthodoxes
D'accord, tu Les penses que c'est plus chez marxismes les orthodoxes qu'il hétérodoxes, y a sachant que Marx serait plutôt du côté des hétérodoxes de ce point de vue-là, mais d'accord. Ça, c'est non, une c'est bonne sûr. question. Marx, il serait Orthodoxe ne veut orthodoxe? pas dire une fidélité à Oui, oui, bien Marx, veut sûr, dire une codification à l'extrême du marxisme et une rigidification, enfin dans ma vision, hein, ouais, une bien sorte de sûr. rigidification des principes et des grands principes du marxisme contre un marxisme orthodoxe qui, sans faire n'importe quoi, hein, mais pense une traduction permanente du marxisme, c'est ce que je disais au départ, dans d'autres contextes, et ce que ça implique en termes de modification théorique et stratégique. Donc avant Mmh. tout, une compréhension des situations et surtout de la relation d'oppression qui se joue. Mmh. Et qu'on ne peut pas traiter de la même manière un dit même phénomène si, du point de vue des opprimés et du point de vue des oppresseurs, et que le marxisme doit être et c'est ce qu'il était au départ, hein, chez Marx, chez Lukács, chez d'autres, une théorie d'un point de vue situé Mmh. et parle au nom d'eux et pour quelque chose et pas d'une théorie qui se situe au-dessus du champ de bataille et qui, voilà, qui prétendrait pouvoir juger, quasiment avec une neutralité qui serait neutralité scientifique. C'est une orientation possible, hein, de la lecture de Marx, mais c'est pas la seule. Moi, je suis, pour une définition du marxisme comme théorie elle-même située, à Ouais, chaque d'accord. fois du point de vue de son énonciation et du point de vue, stratégique. Je lis un peu, les hétérodoxes font du matérialisme dialectique, hein. Les orthodoxes, c'est surtout des mécanistes un peu concons. Ça, c'est Ouais, c'est à peu près le d'accord. c'est à peu près le résumé. Pour Les résumer. hétérodoxes font du matérialisme dialectique. Alors les orthodoxes ont fait beaucoup de matérialisme dialectique, ça dépend ce qu'on entend parce que, voilà, Staline faisait du matérialisme dialectique, mais il l'avait et on voit bien Staline, c'est aussi de la codification ou de la codification doctrinale. Ouais. Et on peut reprocher un peu à Engels, alors je ne suis pas sur le bashing permanent de Engels pour retrouver le bon Marx, Ouais, qui bien sûr. enfin, c'est pas Engels qui a fait toutes les erreurs que et Marx, Ouais. et il y aurait un bon Marx à côté. Engels a fait du très bon, Les origines de la famille, de la propriété privée et de l'État, c'est un grand livre qui n'est pas seulement du Marx. Malgré tout, après la mort de Marx, Engels a eu une volonté je le répète, de codification du marxisme en doctrine qui a pas fait que du bien. D'accord. C'est-à-dire qu'il l'a figé, par certains aspects, mais aussi, on peut dire, qui a pas fait du bien, mais c'est aussi ce qui a permis son appropriation, voilà, c'est à double tranchant, à très large échelle et que Ouais. cet effort de vulgarisation, par moment, est aussi nécessaire. En fait, c'est D'accord. comment faire de la vulgarisation qui fiche pas la doctrine, c'est quelque chose De d'extrêmement compliqué. difficile. Ouais. Donc voilà, c'est pas pour dire qu'il y a que les marxistes et hétérodoxes, de ultra subtils, théoriquement, l'école de Francfort, c'est un peu ça. C'est vraiment, c'est génial théoriquement. Souvent, on est ébahi, mais en fait, quels effets ça produit, Oui, on sait pas toujours. oui, Mais parfois c'est même très pessimiste, quoi, ouais, mais en plus, voilà, ça peut être assez spécial. heu et ça me permet aussi sur la question de l'islamophobie, aussi de revenir sur la question de la race et on voit que les marxistes français, ils ont été très en retard, même encore aujourd'hui, par rapport il me semble que ceux qui ont été plus en avant, c'est plutôt les marxistes anglo-saxons et notamment aux États-Unis. Tu penses que c'est seulement lié à l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, ce retard un peu théorique autour de la race et cette non prise en compte de la part des marxistes français autour de la race? Parce qu'en Bon, plus, toi, les années 2000, la revue Période faisait partie des marxistes qui disaient: «Ben non», je me mmh, rappelle des articles avec, Rodiger. 2010 quand même, Ouais, 2010. 2010, pardon, excuse-moi. Mais avec les articles sur Rodiger, sur, voilà, ça faisait partie des Ignatieff, Mmh, on dit Ignatieff ou Ignatieff? je ne sais pas. Ouais, Je sur ne sais pas. les Irlandais, comment ils sont devenus blancs. Comment tu Ouais, c'est vrai qu'il y a cette littérature-là. Heu, bon, en France, c'est pas spécifique au marxisme, c'est sur voilà, la question du républicanisme français qui a bloqué les marxistes comme d'autres. Mais bon, voilà, c'est mmh, déjà, il faut poser la question pourquoi pourquoi ils n'arrivent pas, il y a des difficultés à être critiques aussi de ce point de vue-là. Moi, je pense qu'il y a tous ces marxistes, anglophones qui sont importants. Je pense quand même que les 1ers, enfin ceux qui dialoguent avec le marxisme, c'est les Africains américains. mmh. Du Bois et d'autres, le Parti communiste, Seller James pour, la Caraïbe, Mariátegui, pour l'Amérique L'Amérique du latine. Je Sud. pense que la vraie innovation, heu, dans le marxisme, d'un point de vue, non européen et sur les questions raciales et coloniales, c'est d'abord des, heu, des auteurs, non européens, non occidentaux. Ouais. Après, il y a de la production en Angleterre que c'est pas ce que enfin, dans le monde anglophone, c'est pas ce que je connais le mieux, mais je pense que c'est déjà un deuxième moment.
D'accord, oui, Le c'est après, premier, ouais, d'accord, ouais, OK. Ouais, ouais. ouais. Qui d'ailleurs, ça m'amène sur le marxisme et la question, coloniale, ou plutôt le marxisme dans les colonies, dans les pays du Sud, et il y a Fanon qui appelle à distendre le marxisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour certains, ça peut être en mode, «Ouh on est proche du révisionnisme». Ouais. Bon, Fanon a une relation assez complexe avec le marxisme, même si je pense, c'est Tu ce le que j'avais considères comme essayé de montrer marxiste toi dans ou Fanon? maintenant oui, mais on peut dire mais pas que ça, c'est pas si simple comme, question, mais je dirais oui malgré tout parce qu'au fond, sa théorie de la violence dans Les damnés de la terre, ce qui a été le plus discuté, hein, de l'œuvre de Fanon. On a souvent dit, en fait, il critique Engels sur la violence et voilà, il fait une toute autre théorie. Mais en fait, quand on lit bien, il a très bien lu l'Anti-Düring d'Engels, Mmh. à mon sens, et distendre le marxisme, c'est ce qu'il fait aussi avec Engels, c'est le relire en situation, D'accord. le relire en contexte colonial. Et c'est pas du tout une critique toute simple d'Engels, c'est vraiment une reformulation, comme il l'a fait avec d'autres, hein, comme avec Freud, dans la situation coloniale et en particulier la situation coloniale algérienne, avec l'usage de la violence anticoloniale, de la pensée d'Engels en direction d'un. On a reproché à Fanon d'être un ultra subjectiviste dans sa conception de la violence. C'est pas un ultra subjectiviste. On a oublié un Fanon qui est aussi un héritier de toutes les théories de la guérilla. Ouais, d'accord. Et c'est une source importante, un Fanon qui a voulu former, participer à la formation de forces, bon, il a un peu échoué, mais de forces de guérilla en Angola, des choses comme ça, Mmh. dont on discute pas. Mais il y a ce Oui, même Fanon-là le aussi. côté Et en panafricain fait, de Fanon. ouais, c'est aussi parce que c'est un acteur, un penseur révolutionnaire, un penseur et un acteur révolutionnaire. Et distendre le marxisme, c'est voilà, le sortir de sa matrice purement européenne, le distendre, étendre sa surface, en gros, Mmh. simplement, dans un contexte géographique beaucoup plus large, pour le faire fonctionner ailleurs, Mmh. pour le rendre opératoire ailleurs, mais c'est aussi distendre, autant ça suppose une reconfiguration des concepts. Ça suppose quand même tout un travail interne à la pensée marxiste. Il n'est pas allé jusqu'au bout, il est mort, Mais il est mort je ne très sais jeune, plus, à à 30 36 ans, ans, à ouais, 36 ans, je crois. 61, 25, à 36 ans, ouais. Ouais, on ne Là, sait tu me pas ce fais qui pas serait. confiance. Ouais, non, je ne sais pas pourquoi jouer. 36 ans, Oui, il a voilà. eu un parcours, de ouf. On va est-ce Mais que c'est un effet, distendre le marxisme, c'est quasiment un effet qui pourrait être performatif, au sens où lui le fait pas entièrement. Mais c'est quelque chose qui permet, cette formule, distendre le marxisme, de relire toute une tradition de penseurs non européens. est-ce qu'il faut détruire le républicanisme pour parler de la race en France, ou il faudrait une approche française d'un antiracisme républicain? Je pense qu'on y viendra, plus tard, spaghetti, bolo. Juste une question parce que, il y a eu une grosse polémique il y a 2 mois, je me suis un peu énervé. Est-ce que tu penses que, Fanon, est dépassé? Une politique il y a 2 mois? Non, je pense pas que Fanon soit dépassé, peut-être Est-ce que tu sur penses qu'il est encore certains points. utile pour, l'actualité, pour comprendre l'actualité? Oui, mais en fait, moi, je travaille plus sur Fanon depuis 14 ans, donc c'est depuis. Mais par contre, le geste de Fanon, le type d'attitude par rapport au savoir européen, et ce qu'il fait en fait, c'est plutôt voilà un geste théorique et stratégique de se dire voilà, je lis Freud, je lis Marx, je lis d'autres. En fait, je peux pas oublier en lisant que je suis pas celui auquel était destinée la lecture de ces livres. Freud n'a pas écrit un livre, n'a pas écrit D'accord, pour des Martiniquais ou d'accord. pour des Algériens. Marx, non plus. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au moment de la lecture pour pouvoir me réapproprier ces textes-là qui ne me sont pas destinés à la Ouais, base? Et c'est vraiment ce travail de. Et en fait, c'est un de travail de retenir ce qui est réécriture important, de voilà, c'est un travail de réécriture en permanence et on peut pas lire sans réécrire ces textes-là, d'accord. selon Fanon, et c'est ce geste que j'ai retrouvé, qu'on peut retrouver à peu près chez tous ces auteurs, tout simplement, voilà, parce que, ces auteurs européens qu'on lit, ces classiques, ils ont écrit avec quand même un destinataire en tête. Ouais. Et Mmh. il y a aussi, il me semble Fanon, fait aussi une relecture, de remettre en avant une catégorie qui est, très critiquée par les marxistes, orthodoxes, c'est le lumpenprolétariat?
Ouais, oui, oui, il a une bon après, par les marxistes orthodoxes, oui, il a toute une théorie de ça fait partie du marxisme en effet de Fanon là, et très hétérodoxe dans le dans les damnés de la terre, pardon, c'est de dire le véritable sujet révolutionnaire en contexte colonial et en contexte colonial algérien en particulier, c'est la paysannerie. Mmh. En fait, c'est, bon, qu'est-ce que disait, Mao en Chine? Qu'est-ce que disait, c'est des thèses de marxistes, proto, tiers-mondistes Ouais. et le Lumpenprolétariat, c'est quoi chez Fanon? C'est d'abord les paysans amenés vers les villes ou les abords des villes par en Algérie en tout cas, par Ouais, la pauvreté extrême qui sévit dans les campagnes algériennes. d'accord. Et c'est ça le lumpenprolétariat et ça va jouer un rôle sur les relectures par Le Fanon, rural. de relecture de Fanon par les Black Panthers aux États-Unis. Alors Marx avait critiqué le lumpenprolétariat à propos de la révolution de 1848 dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Ça n'en Ouais. fait pas la théorie Ouais, définitive bien sur sûr. l'open-prolétariat. C'est un texte lui-même. D'ailleurs, pour moi, c'est les textes extrêmement intéressants de Marx. C'est les textes écrits, des textes de conjoncture, des textes en situation où il met à l'épreuve la théorie marxiste d'un événement et en direct quasiment. D'accord. Ouais, d'accord. Mais c'est pas là. Et Bah, en fait, voilà. c'est repris par certains, avec une lecture très chauvine, très raciste sur le Lumpenprolétariat, En mais c'est plus, vraiment pas les marxistes les plus c'est vraiment ceux ouais. qui sont les plus inintéressants. Et d'ailleurs, juste avant ça, Mao, est-ce que tu penses qu'il a aussi fait, il a aussi distendu, il a fait l'idée de distendre le marxisme en Chine? Un moment, je voulais faire quelque chose sur. Ah ouais? Ouais, mais je suis pas allé plus loin. Je crois clairement que oui, parce qu'il parle de, en fait, la théorie. Il faut trouver chaussure à son pied. À un moment, il a des choses comme ça. Donc, D'accord. il faut se refaire sa propre chaussure marxiste pour pouvoir avancer. C'est aussi. D'ailleurs, on pourrait lier ça à la Grande Marche. Ouais. Et la théorie de la guérilla de Mao est vraiment la théorie des terrains de la guerre et de l'adaptation au terrain de la guerre s'adapte et vaut quasiment pour ce que fait Mao avec la théorie marxiste elle-même. D'accord. La resituer dans un contexte distinct et sa théorie de la contradiction, bon, donc on peut considérer qui a pu devenir après ultra-orthodoxe. C'est une Mmh. manière de lier, en tout cas sur l'intention, peu importe ce qu'il en a fait après, mais Mmh. de lier à un contexte très particulier qui était le contexte Ouais, de des l'adapter. organisations marxistes chinoise. Et il y a tout un truc chez Mao sur l'adaptation, traduction du marxisme en Chine autour de la question des spiritualités aussi chinoises. Alors, Ouais, c'est ce est-ce qu'ils que disent. c'est est-ce que Surtout c'est plus l'adaptation du qu'un communisme à la religion, est-ce que bah, c'est voilà, est-ce que c'est plus que des effets d'annonce? Je crois que oui, mais ouais. ouais, Alors, il y a une autre figure antiraciste, marxiste qui est relativement peu connue en France, sur laquelle tu as travaillé, c'est C.L.R. James. Comment ouais. tu en es venu à t'intéresser à lui? Et pourquoi pour toi, ça méritait d'écrire un livre sur ce sujet, de le faire connaître au public français et enfin de revenir très vite sur la polémique du Platon noir, Ouais, ouais, ouais. Sailor James, bah, c'est à partir du moment où après avoir travaillé sur Fanon, après avoir commencé à m'intéresser, à retrouver le Fanon marxiste, à discuter aussi avec les camarades de période, plein de choses, je me dis: «Il faut que je trouve vraiment un marxiste, anticolonial, un marxiste antiraciste» et pour moi, c'est le oui, plus important. bah, oui. C'est le plus important du XXe siècle en tant que marxiste, en un sens, vraiment, de participation aux organisations. Mais il Parce se que revendique les W. E. B. Du marxistes, Bois, voilà, ouais, il jusqu'au était bout. trotskiste, plutôt, Trotskiste jusqu'au début des années 40. Après, il y a une rupture. Il dit, bon, voilà, il rompt avec le trotskisme, parce qu'il va défendre une conception de l'auto-émancipation des masses. Il va faire une critique du parti d'avant-garde. Ça, c'est les débats internes au trotskisme, mais qui ont une certaine influence quand même sur la manière dont il relie la question raciale. Donc, il vit aux États-Unis au tournant des années 40. Il commence à critiquer Trotsky. Il écrit des textes bizarres sur Trotsky a mal lu Hegel. d'accord. Voilà, des choses comme ça. Et c'est pour ça, parce que W. E. B. Du Bois, sur lequel j'ai travaillé aussi, est extrêmement intéressant sur le dernier Du Bois, sur son rapport au marxisme. Ouais, Mais c'est une partie. Pardon. C.L.R. James, à partir du moment où il quitte Trinidad, j'ai perdu les. Ouais, il doit avoir une trentaine d'années. Trinidad et Tobago, hein, Caraïbes, sud de la Caraïbe, juste au nord du Venezuela. Il quitte. À partir du moment où il arrive en Angleterre, il lit Trotsky.
l'histoire de la révolution russe. Il lit Spengler en même temps, ce qui est quelque chose de bizarre, hein, qui est un texte de la révolution conservatrice. Comment? Oswald Spengler, qui a écrit Le Je déclin connais. de l'Occident. C'est D'accord. des thèses déclinistes. Alors ça sera un autre sujet, c'est des choses que j'ai faites un peu. Mais des thèses extrêmement conservatrices. Enfin, il devient un fasciste même, Spengler. Ah oui, Sauf qu'il d'accord. y a tout un ensemble de relectures non occidentales de Spengler, des relectures marxistes notamment, par Maria Tegui, par C.R.R. James, aussi quelques-unes en Occident, qui ont fait tout autre chose de cette thèse du déclin de l'Occident, qui D'accord. voit que le déclin de l'Occident comme une manière enfin, qui sera l'ascension du monde non occidental. Bon, peu importe. C.R. James devient marxiste quelques mois après être arrivé en Angleterre, donc à 30 ans. Il le reste, il meurt à 90 ans. Donc, il est marxiste de bout en bout. Un marxiste qui s'était toujours intéressé, qui a écrit un livre sur la révolution haïtienne en 1938, un grand livre qui a été traduit dès 1949, qui est disponible aux éditions Amsterdam, qui Oui, s'appelle mais qui a été réédité là d'ailleurs, Les Jacobins noirs. ouais, plusieurs fois par les éditions Amsterdam, les Jacobins noirs, Toussaint l'ouverture et la Révolution de Saint-Domingue, à l'époque où il n'y avait pas grand-chose sur la Ouais. Révolution haïtienne de 1791-1804. Enfin, première grande révolution, grande révolte d'esclaves, qui mène non seulement à l'abolition de l'esclavage, mais à l'indépendance d'Haïti en 1804. Voilà, donc ça, c'est l'interprétation marxiste de la Révolution haïtienne. Ouais. C'est la première. Après, il est aux États-Unis. Plein de choses sur la question noire aux États-Unis. Au sein des organisations trotskistes, ce qui n'est pas rien, avec des débats durs. Présent lors des indépendances dans la Caraïbe après la Seconde Guerre mondiale. Et présent après aussi dans les débats, dans ce qui est au moment de la naissance des Black Studies. Et Hmm. voilà comment j'y viens. Tu veux que je parle de Platon noir? Ouais. Alors, Platon Parce noir, qu'on. c'est un. En fait, j'ai passé beaucoup de temps dans l'introduction du livre Oui, les gens à ils l'ont pas expliquer, lu. voilà, à expliquer pourquoi j'avais maintenu, Alors, maintenu juste très vite, ce pourquoi je te sous-titre. demande ça? Parce que ça Ouais, avait fait polémique, parce que c'est ouais, l'idée de, on ouais, compare, oui, toujours le truc de comparer. Ce qui est vrai, il y a un ouais, peu un oui, mouvement ça, de comparer des penseurs non blancs à des penseurs blancs et dire, ah, c'est le Platon noir, c'est le Socrate arabe, voilà. Et donc, tout à fait. c'était le reproche qu'on avait fait au. Mais je pense que oui, les gens n'ont pas lu le Non, non, livre. et puis c'est pas une excuse de l'avoir expliqué dans l'introduction. Au fond, je pense que c'était pas un bon choix. Platon noir, entre guillemets, parce que je reprends l'expression à un article du Times, je crois, en début des années 80 sur C.L.R. James. Pourquoi Platon? James, c'est beaucoup, peut-être parce que James s'était intéressé quand même à la philosophie, et à l'Antiquité, à la démocratie athénienne comme modèle de démocratie radicale à la fin de sa vie. C'est peut-être pour ça. Euh, je l'ai repris parce qu'au départ, l'éditeur, je ne vais pas rejeter la faute, hein, mais l'éditeur m'a demandé un titre rapidement et j'ai donné celui-là sans trop y réfléchir. Et à un moment, je me suis dit, ça craint un peu, ça risque, je savais que ça risquait de poser problème. Je lui ai dit, il faut Mm. peut-être le revoir. Peut-être je peux proposer autre chose. Il m'a dit, non, c'est très bien. Voilà, c'est ce qui peut aussi attirer le Oui. lectorat. C'était l'idée. Voilà, donc comme quoi et là, j'aurais pu très bien refuser, dire j'en veux un autre. Je ne Oh, l'ai pas fait parce que je me dis, au fond, quand même, c'était un des arguments du livre de dire que C.L.R. James, malgré tous les efforts qu'il a fait sur la question coloniale et raciale, est resté eurocentriste par bien des aspects. mm. Lui-même disait jusqu'à la fin de sa vie, j'ai été formé dans les écoles britanniques d'élite. J'ai lu les classiques de la littérature anglaise, j'ai lu le marxisme, j'ai toujours eu une perspective occidentale. Ça ne changera pas, c'est juste que ma situation, j'ai vécu en marge de l'Occident quand même. Je suis un outsider. Ça veut dire ni dedans ni dehors, mais entre les deux, je suis, enfin, on va dire, de l'extérieur, mais je connais parfaitement le monde occidental. En fait, c'est une thèse très fréquente chez Ouais. des auteurs comme ça, chez Du Bois et tout. En fait, Mm. moi, depuis ma position, je ne suis pas de leur monde, mais je comprends leur monde mieux que quiconque, et mieux qu'eux-mêmes. Et je peux comprendre, ça c'est plutôt Du Bois des A, je les comprends mieux quasiment qu'eux-mêmes. Mm. Je comprends même ce qui se cache à eux-mêmes. Mm. Et James a toujours ça, mais il a dit, je suis de formation occidentale, j'y peux rien. Je fais un effort permanent pour décentrer. Et ce que je veux, c'est pas remettre en cause fondamentalement l'histoire, par exemple, pour prendre un exemple, l'histoire occidentale des révolutions, l'histoire marxiste, mais l'élargir, on pourrait dire la distendre, Ouais. encore une fois, pour y faire rentrer un événement majeur comme la révolution haïtienne, pour lui donner une place entière dans cette histoire.
Mmh. Pas remettre en cause fondamentalement cette histoire en disant: «Nous, on a d'autres histoires à raconter, qui valent autant que les vôtres», mais de réécrire complètement une histoire mondiale des révolutions qui prennent en compte des apports, non occidentaux. Il écrit de la même manière un livre, hein, pas connu, qui n'a pas été traduit, qui est moins bon que les Jacobins noirs, mais qui est quand même, intéressant, sur la révolution ghanéenne, centré D'accord. sur la figure de Kwame Nkrumah. D'accord. Alors il y a un de tes élèves, dans le chat. Wesh, mon prof de philo. Moi, alors, en plus, le livre sur les Jacobins noirs, déjà, pour dire, c'est pour faire l'histoire de la révolution d'Haïti, c'est super compliqué parce qu'en fait, il y a plein d'enjeux. Ça change de camp selon les intérêts, selon quelle période. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la relation aussi avec la Révolution française, parce que c'est Mmh. directement lié avec ça. Et aussi cette dialectique qu'il y a où ce qui a poussé, l'un des éléments qui a poussé la révolution haïtienne, ça a été la déclaration des droits de l'homme, Mmh. qu'ils ont pris trop au sérieux, on pourrait dire. Ouais, qui l'ont porté jusqu'à ses ultimes conséquences, de dire la déclaration des droits de l'homme, elle doit valoir pour des esclaves comme pour d'autres, et pour tout le monde. Ils l'ont pris au sérieux. Alors, il y a plusieurs choses sur la révolution haïtienne. Tout d'abord, juste pour dire, on organise un colloque les 5-6 juin à la Maison des sciences de l'homme sur la révolution haïtienne, avec Adama Ouattara-Sens, qui est doctorant à Nanterre en philo, et Adler Camillus, qui est en ce moment invité à Paris 1, je crois, mais qui D'accord. enseigne en Haïti. En fait, on fait un programme. Qui est-ce qu'on invite pour un colloque sur la révolution haïtienne en France? Gros problème. Ouais. En fait, on a plein de noms en Haïti, bon, parce qu'on a des liens. J'avais des liens avec Paris 8, avec Haïti. On avait des échanges, une formation commune. OK, on a plein de noms aux États-Unis aussi. Pourquoi il y a rien en France? En Oui. fait, on se retrouve à faire 2 tiers du colloque en visioconférence parce que, on a beaucoup moins de ressources. Pourquoi les Américains, États-Uniens, pardon, ont un tel champ de recherche sur la révolution haïtienne, Et pas qui est nous. une révolution. Alors là, les Français peuvent même pas prétexter qu'il y a un problème linguistique et tout, hein. Oui. C'est un corpus francophone. Ouais, ouais, En fait, bon, ils sont de l'autre côté, de l'Atlantique, et ça s'explique par, encore une forme de retard, on pourrait dire, ou de réticence à donner la place qui lui revient à une révolution comme celle-ci, qui est en effet impulsée, et James a été critiqué là-dessus parce qu'il dit: «James a toujours dit la révolution, haïtienne, elle est impulsée par la révolution française, qui donne le coup d'envoi en quelque sorte». ouais. Mmh. Après, James a toujours dire, c'est pas juste elle a influencé, c'est la continuation de la Révolution française. Il dit il y a des effets de retour, des effets Ouais. boomerang. Ça produit des effets. Le mouvement des esclaves, la révolte des esclaves de Saint-Domingue sur la Révolution française, Bah oui. ça marche ensemble. C'est pas une influence unilatérale de la Révolution française. Ouais, ouais. Malgré tout, cette thèse a Ça va été, jouer sur les débats en interne dans la ouais, révolution. ouais. Et malgré tout, ça peut être critiqué en disant, en fait, ça donne encore l'initiative, ou ça fait encore d'une révolution occidentale l'origine d'un mouvement. Et en fait, il y a qui aurait toute une histoire, et c'est vrai. Faire Il y a croire qu'ils toute ont une attendu ça histoire, pour voilà, résister. il y a toute une histoire endogène qui prépare de révolte, des figures de la révolte, des figures d'esclaves marrons, c'est-à-dire Mmh. des esclaves en fuite. Il y a la cérémonie du bois caïman avant la Révolution, qui est une cérémonie vaudou. Et donc, il y a aussi une histoire endogène révolutionnaire. Et je crois qu'entre ces deux, l'influence de la Révolution française et l'histoire endogène révolutionnaire, il n'y a pas à choisir. C'est Ouais, la collusion bien ou la sûr. rencontre des deux qui produit le soulèvement, un soulèvement révolutionnaire d'une telle ampleur, dans un contexte quand même esclavagiste. Mmh. Enfin, c'est extraordinaire. C'est pas des bourgeois. Les Mmh. bourgeois, c'est déjà extraordinaire, mais là, il y Ouais. a rien il y a une défaite des armées de Napoléon, face aux armées haïtiennes. C'est un Ouais. Non, mais en truc. plus, c'est vraiment un épisode, mais qui est extrêmement complexe parce qu'il y a vraiment des intérêts entre les colons, entre les vrais révolutionnaires de la France, entre ceux qui sont révolutionnaires en France, mais sur les Ouais, colonies, ouais, ouais. et même à Haïti, entre les esclaves, entre ceux qui ont été émancipés, entre vraiment, on voit une collision de trucs et Ouais, que ça peut changer. Et aussi les intérêts géopolitiques des autres nations qui viennent. C'est ouais. un épisode extrêmement complexe, mais que je vous invite à voir. La revue Période, c'est bien revue-période.net. Oui, 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 mais la première page, elle marche pas. Mettez un truc en mots-clés sur les recherches et vous trouverez les articles. Moi, j'ai juste lu ton livre et je connais au final assez peu C.L.R. James. Et ce qui m'embête un petit peu, et j'aimerais bien avoir ton avis, Mmh. c'est que il est souvent mobilisé, C.L.R. James, par des gens qui veulent
minorer la question raciale. En disant: «Oui, mais même si R.R. James disait que, le plus important, c'est la classe, donc il faut pas trop en faire avec la race». Qu'est-ce que tu en penses de En cette fait, il position? a 2, ça dépend comment on le lit et ce qu'on entend par race. Ouais, Parce que minorer la question noire ou les enjeux des minorités noires aux États-Unis, c'est absolument pas le cas chez James. Ce qui est vrai malgré tout, c'est qu'à un moment, il dit: «On peut pas poser la question seulement en termes de race». ouais, Heu, qui me voilà, il semble y a assez ça, évident. il y a ça. Mais c'est pas, enfin, pour James, évidemment, il y a une situation spécifique, heu, aux minorités raciales qui doit être traitée de manière autonome, comme il a toujours dit aux États-Unis. Et en fait, il faut et c'est la thèse de bon, je vais dire de Lénine aussi, mais c'est bien plus clair chez James. À la fois, penser la question raciale comme intrinsèquement liée à la question sociale ou à la question de classe, indissociable, Mmh. mais partie intimement et voire même comme une partie d'un tout plus large, mais une partie autonome. Mmh. Et c'est ça la question, c'est en fait, toute la question, c'est l'autonomie du mouvement. Mmh. C'est ça, c'est un enjeu stratégique avant tout. Ouais, En fait, il faut qu'il y ait une autonomie du mouvement, il ne faut pas qu'il y ait subordination d'une question à l'autre. d'accord. Subordination stratégique d'une question à l'autre et c'est tout ce qu'il défend, du début à la fin donc bien sûr, à un moment, il va dire, je crois que c'est dans les années 70, et là, ça a du mal à passer, l'émergence des Black Studies aux États-Unis. Parfois, il s'énerve un peu, il dit, «On peut pas parler qu'en termes de race en permanence et cetera». Il y a un problème, mais il y a pas plus que ça et à propos de la révolution haïtienne, un moment, c'est sa phrase, il dit: «Raisonner, à propos de comprendre la révolution haïtienne qu'en termes, raciaux, on n'y arrivera pas. D'accord. Sans comprendre les enjeux de classe, on n'y arrivera pas. Mais ignorer la question raciale, c'est un désastre aussi Mmh. et c'est un désastre stratégique. C'est à partir du moment et c'est ce qui cause la chute de Toussaint Louverture, selon lui en particulier, c'est qu'il comprend pas la haine, c'est-à-dire la haine raciale que les noirs esclaves ont envers les blancs. Oui. Oui, parce que Esclavagiste et quand il commence à accorder des concessions aux blancs, oui, en ça fait, il ça provoque sa fait propre chute, de manière tout à fait logique. Mais donc c'est un non, il y a pas de oui, ça oui, c'est pas, dépend alors, mais en plus, j'imagine, c'est aussi relié, à la situation aux États-Unis, avec l'idée de qu'il faut pas oublier aussi quand on parle de race, il faut pas oublier aussi la classe. ouais. Oui, alors qu'en France, j'ai l'impression que c'est surtout le rapport de force est inversé. C'est que, il faut dans les milieux de gauche, on parle de classe, mais on parle pas assez de race. Ouais, ouais. Bon, j'aime, c'est faut penser les Les 2 2, oui. ensemble. Ouais. La race au sens de il y a des gens qui sont, sans substantialisation de la race, qui sont, opprimés au nom de la race voilà, conçue comme, construction sociale, peu importe, mais, Mmh. enfin, il est en il critique l'usage de la notion de race, si on a une acception, très, étroite Ouais. de la race, donc c'est pas Mmh. très voilà. C'est ce qui est pas notre, Ouais. notre cas. Tu as aussi écrit sur W.E.B. Du Bois. Alors là aussi, les gens, je vous invite à aller voir si vous ne le connaissez pas, découvrir le personnage, parce qu'en plus, il a été centenaire. Et il Ouais, a vécu une période, tout ce qu'il a vécu, c'est dingue. Les deux guerres mondiales, l'esclavage, l'apartheid. Il a vraiment vécu une période incroyable et fascinante. Déjà, est-ce que toi, tu le considères comme marxiste? Est-ce que lui-même se disait marxiste? Parce ouais, que marxiste à la fin en tout cas. à la fin de Dans sa les vie, et d'accord. contrairement à beaucoup, de marxistes de jeunesse qui, virent à autre chose après, Du Bois a quasiment le mouvement inverse. Il devient, je sais plus, il devient clairement marxiste ouvertement, je perds les dates, je suis, désolé, mais après 60 ans. Il adhère au parti communiste, je crois qu'il je sais plus, mais faudrait vérifier, mais il a plus de 80. D'accord. Voilà, c'est Ah oui, 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 quelque chose, d'accord, c'est à la fin de sa vie, d'assez étrange, c'est qu'en fait, il se radicalise de ce point de vue-là. Au départ, il est bon, oui, il me il semblait qu'il a était social-démocrate plutôt, ouais, et il on pensait peut à dire ça. l'intégration, Ouais, oui, oui, ouais, mais le grand livre pour moi alors, Du Bois a écrit énormément de livres, des centaines d'articles. Il est un des fondateurs de la revue Crisis qui, une grande revue, pas marxiste, hein, mais des mouvements africains-américains, du début de la lutte pour les droits civiques, si on la fait commencer, ici et en 1935, il écrit un livre qui s'appelle alors, bon, encore un truc dont le plus connu et qui est disponible en français à la découverte, c'est, Les âmes du peuple noir, mais ça mmh, date de 1903, hein, c'est un autre Du Bois.
Il y a quelques autres, articles traduits, dont un magnifique texte, bah, alors ça, c'est sur en Cairn, c'est un truc, sur une revue académique Mmh. qui s'appelle «Les âmes du peuple blanc», D'accord. qui reviendra justement sur la thèse que les noirs africains-américains sont les mieux à même de comprendre ce qui se joue chez les blancs ou ce que les blancs se cachent à eux-mêmes. C'est vraiment ce texte, il est très beau, mais en tout cas, son grand texte marxiste pour moi, qui est son plus grand texte peut-être tout court, qui est un texte d'historien, qui s'appelle Black Reconstruction. Ouais. C'est une histoire de la guerre de sécession aux États-Unis, donc début des années 1860, et de la décennie qui a suivi d'un point de vue marxiste. Donc la guerre de sécession, c'est aussi l'émancipation des esclaves. Et D'accord. donc il y a toute une tentative, alors que certains diraient trop hétérodoxe sans doute, pour faire une histoire matérialiste, marxiste de cet événement-là, notamment, très critiquée, mais vraiment passionnante à mon sens, pour réintégrer la fuite des esclaves en masse depuis les plantations du Sud vers le Nord, comme le premier exemple peut-être historique d'une grève générale. D'accord. Donc, et puis voilà, les esclaves, c'est le prolétariat noir dans ce texte-là. C'est vraiment, ça va de pair pour moi, mais il n'est pas traduit. Ça fait 800 ou 900 pages. Donc Ah oui, d'accord, OK, c'est avant pas de un trouver petit quelqu'un OK, qui veut OK. financer ça, Oui, la traduction et financer une tout, traduction à je ne sais pas quel, qui voilà, risque de faut mieux pas être pas. beaucoup vendu, c'est Ouais. ça la Et la difficulté. c'est dommage, mais ça se trouve en anglais, Il y a des résumés en en ligne. français, tu penses ou, On avait traduit pour une anthologie des historiens noirs le dernier chapitre qui s'appelle, je crois, La propagande de l'histoire, qui est D'accord. tout un texte aussi très intéressant sur comment les historiens blancs américains ont travesti l'histoire de la guerre de sécession pour la jouer contre les Noirs dits incultes, etc. Et qu'il Mmh. fallait pas émanciper. Voilà, mais ça va de pair avec les Jacobins noirs CLR de James. C.L.R. James. Pour moi, c'est deux grands textes sur des révoltes noires, révoltes, voilà, des révoltes d'esclaves des années 30, écrits dans les années 30, qui n'ont peut-être pas d'équivalent, enfin, Mmh. depuis en termes d'amplitude ou d'originalité du texte. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre concept qui est, incontournable dans l'antiracisme, qui a été développé par, W. E. B. Du Bois, c'est le concept de double conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ce que c'est? Alors, c'est devenu une sorte de trop. En fait, au départ, chez Du Bois, c'est je suis noir, je suis américain, et comment concilier ça? Et la thèse de Du Bois, c'est tout à fait conciliable. Il y a aucun problème, à vrai dire, en tant que tel. Et en fait, c'est les racistes qui croient qu'il y a un problème. Ouais. Et que le problème, voilà, le problème, il est là. Et, et ça va de pair chez Du Bois avec l'idée que les Africains-Américains sont eux-mêmes constitués en tant que problème, font problème, le problème noir. Oui. Et il dit quel effet ça fait d'être un problème? Je la cite souvent ce truc, elle est Quel effet ça fait d'être un problème, de se vivre et d'avoir à se vivre comme un problème aux yeux des autres? Et en fait, la double conscience, c'est pas seulement je suis un noir, je suis un Américain, mais aussi ça fait quoi dans une société raciste d'avoir en permanence à se regarder à travers le regard racialisant des autres, mmh, d'avoir l'autre, blanc en l'occurrence, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce regard de l'autre qui racialise? et qui nous constitue Et en en fait, qui est danger. complètement intégré, d'où la double conscience. D'où cette intériorisation du regard de l'autre, en fait, qui est perturbante, mais l'intériorisation du regard de l'autre peut devenir une arme stratégique chez Du Bois en disant, en fait, ce regard de l'autre, il me l'impose en permanence, je peux le retourner contre lui, je peux le regarder avec ce regard et le comprendre. Et c'est chez Du Bois, et c'est devenu une sorte de trope qui a circulé un peu partout. Chez Fanon, il y a de la double conscience. Chez C.L.R. James, à sa manière, de double conscience. Donc c'est pas un concept isolé, je pense qu'il y a un truc, il y a quelque chose d'expérience Oui, très fort là-dedans, partagé, qui est peut-être pour moi ce qu'on appelle double conscience, on peut l'appeler dualité ou autrement, mais je pense que c'est le concept central peut-être le concept central de la pensée antiraciste. mmh. En tout cas, africaine-américaine et caribéenne, je me prononcerai pas pour le reste, mais c'est quelque chose qu'on croise de plein de manières différentes. Ouais. On va parler au Et du c'est der pour ça, pardon, juste, ouais, c'est pour ça qu'on a fait recentrer. Alors, c'était la commande de l'éditeur. On devait écrire un livre sur Du Bois qui a écrit pas des dizaines de milliers de pages, un livre de moins de 200 000 signes, donc ouais, il a fallu très faire, court, donc, et qui soit assez généraliste. Donc, on s'est dit, et nous, on ne sait pas travailler avec Magali, on ne savait pas trop travailler comme ça. On s'est dit, il nous faut quand même un porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'était le concept de double conscience, d'accord. en se disant qu'il permettait de relire Du Bois de manière un peu transversale. Alors je sais pas si tu as un avis sur la notion de créolisation et son usage actuel? Alors moi, ça, bon,
c'est une question qu'on m'avait posée quand j'ai été recruté à Paris 8 par un membre du jury qui m'ont dit: «Quand même, vous travaillez sur ces questions-là et vous parlez jamais de créolisation». Donc j'en parle toujours pas, on va dire. Heu, Parce que mais ma réponse à l'époque, parce que je sortais presque de thèse et je disais: «En fait, je parle surtout de Fanon et chez Fanon, il y a pas de créolisation. Ouais, C'est pas cette langue-là, c'est la langue d'autres auteurs, caribéens, martiniquais en particulier qui viennent après, c'est pas dans ces ouais, c'est termes, glissant. et en fait, c'est jamais dans ces termes qu'aucun des auteurs sur lesquels, j'ai travaillé Oui, tu ne pas travaille. Je inventé n'en ce concept Voilà, chez les auteurs sur lesquels tu et as j'en ai travaillé? jamais, ressenti le besoin de l'usage. Ça veut pas dire qu'il y en a pas Oui. besoin, ou alors peut-être que, voilà, j'ai pas travaillé sur quelqu'un comme Édouard Glissant qui, heu, qui m'intéresse, beaucoup moins. En fait, il y a des sortes d'affinités, on sait pas Mmh. trop pourquoi, Mmh. Glissant, voilà, il est dit: «Il faut lire Glissant», et Glissant, heureusement, il y a des étudiants et des étudiantes qui font des masters et des thèses, sur Glissant, excellent, et parfois d'un Glissant, ça c'était l'année dernière, malheureusement je ne retrouve pas son nom, voilà, sur un Glissant plus radical, sur un Oui. penseur, voilà, un peu pessimiste, afro-pessimiste, mais bon, Glissant, et ça m'a donné envie de redécouvrir Glissant, mais c'est Mélenchon qui a théorisé la colonisation. Mais on en a C'est ça. parlé avec Norman Najari, donc si ça vous intéresse, il a dit, qu'il comprend en fait l'usage qu'en fait Mélenchon, mais Mmh. dans la créolisation de Glissant, il y a un truc beaucoup plus sombre, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pas genre le Ouais, ouais. mélange des cultures et tout le monde est heureux. Il a pas Bah, un frère le le docteur, qui faisait sa thèse sur le glissant radical était proche de Norman aussi, ouais, enfin était beaucoup formé par Norman. Emmanuel Renaud est un homonyme, d'accord, c'est pas rien à nous voir avec n'avons toi. aucun lien. Michael Rock, il parle un peu de ça, c'est un romancier, je crois. D'ailleurs, je connais Je ne sais pas pas qui c'est, moi, je ne connais je pas non connais pas. plus. Et on passe là, on a beaucoup parlé antiracisme et tout, on parle sur le pour, finir l'émission et après, le jeu, on passe sur un dernier sujet que tu as travaillé, ça concerne toujours les marxistes, mais là, c'est plus sur l'angle féministe. Donc c'est ce livre-là, Kollontai, Défaire la famille, refaire l'amour, que tu as coécrit avec Bronikova. Alors moi, comme je l'ai déjà dit, les gens, si vous avez jamais lu Kollontai et si parce qu'il y a plein de textes, ça vous paraît trop compliqué, allez sur ce livre. J'ai l'impression que vous avez fait, la totalité de Kollontai, bien résumé en tout cas, les idées principales de Kollontai. En plus, il y a un retour critique et tout. Hem, Déjà pourquoi ce livre? Pourquoi avoir voulu travailler sur, Kollontai? Et alors avec Olga Bornikova, on avait, alors c'est un intérêt, l'intérêt ça c'est rejoint la ligne un peu du travail sur Lénine aussi. C'est un intérêt aussi sur la révolution soviétique et ses enjeux, minoritaires. Mmh. Donc enjeux nationaux, enfin une lecture périphérique si on veut, ou aux marges, d'abord les marges nationales, raciales, religieuses de la révolution, russe, soviétique, avec le livre sur Lénine, mais aussi la question du féminisme. On avait traduit, des textes de Kollontai, ensemble, enfin un texte. On avait un peu travaillé, j'avais donné un cours, bon non, j'avais donné un cours en fait déjà sur Ouais. Kollontai en prévision du livre, hein, mais pour te dire, c'est, moi je pensais pas que Kollontai ça allait très bien marcher, mais il Ah y en ouais? a qui sentent beaucoup mieux les choses que moi. Donc les éditeurs de la Fabrique ont dit: «Oh, tu ça, est-ce que tu sentirais pas, est-ce que vous sentiriez pas avec Olga de faire un livre sur Kollontai?» Au début, on me dit: «Comment on va le prendre?» Heu, voilà, parce qu'il fallait qu'il y ait une sorte de biographie intellectuelle qui Ouais. n'est pas ma spécialité au départ. Je suis, philosophe, et sur Sailor Jam, ça avait été difficile, enfin, de se remettre dans un style biographie intellectuelle Mmh. c'est parfois un peu frustrant parce qu'il faut tout couvrir Ouais. sans avoir les moyens de vraiment approfondir. Donc sur Kollontai, on n'a pas, on a dit: «OK», mais biographie intellectuelle avec un axe très spécifique, très large, je suis d'accord, le féminisme, parce que Kollontai, on le dit que par moment, mais aussi, une actrice de la révolution russe tout court, Ouais. Oui, c'est une un personnage révolutionnaire tout court. l'aile gauche des bolcheviks? Mmh. Elle fait partie de l'aile gauche, Bah, et opposition ouvrière à partir d'un moment, ce qui signe sa fin, en gros, c'est au moment du débat sur les syndicats, elle défend une plus grande autonomie, plus grande liberté de parole et une plus grande autonomie, des organisations ouvrières, mais elle est complètement et des syndicats, elle est complètement en minorité à mmh, cette époque-là. Ça précipite sa fin. Elle est déjà critiquée sur d'autres choses, mais donc cette idée, on centre que sur la Kollontai féministe, parce que ouais. c'est sans doute quand même ce qu'il y a de plus intéressant et de plus original chez Kollontai. Mmh. Et non seulement on centre là-dessus, mais on se dit qu'il y a une idée principale, un leitmotiv qui reste et qui permet de tout rassembler chez Kollontai,
c'est l'idée qu'il n'y aura pas de révolution socialiste, de révolution communiste. Euh, le communisme, c'est plutôt le terme de Kollontai, sans dépérissement de la famille, sans abolition de la famille bourgeoise. C'est la thèse Ça fait principale. c'est un mot qui fait peur. Les gens sont en mode: «Ah, défaire la famille, qu'est-ce que ça veut dire?» Mais on parle, oui, là, de la famille nucléaire bourgeoise dans le système capitaliste. Ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, elle conçoit enfin, c'est ce qu'on dit, c'est la plus grande critique, en tout cas à cette époque-là, là où c'est le plus élaboré de la famille. Mais c'est aussi quasiment celle qui réinvestit le plus une idée de la famille dans son projet communiste, Ouais, sous la forme de ce qu'elle appelle la famille, la grande famille prolétarienne. oui, Qu'elle pense, alors ça c'est notre interprétation un peu large, mais comme une sorte de revitalisation du communisme primitif, de la famille élargie, clanique, liée par les liens de sang, mais là c'est plus les liens de sang, mais comme